Bonjour, Samar Samir Mesghani, vous êtes écrivain et vous venez aussi tout juste d'être nommé au sein du tout premier groupe de jeunes dirigeants de l'ONU pour les ODD. Il y a 17 objectifs de développement durable. Quel est celui qui vous tient le plus à cœur? C'est une question très difficile pour commencer. Je pense que tous les objectifs sont très connectés. Il est vraiment difficile d'en choisir un. Mais peut-être si je dois vraiment choisir l'objectif numéro 3 qui concerne l'objectif numéro 4 qui concerne l'éducation et d'améliorer la qualité de l'éducation. Plus particulièrement, je suis très intéressée par comment utiliser l'art pour améliorer l'éducation pour les enfants. Comment rendre les enfants des partenaires dans la contribution dans leur éducation et non seulement des recevants ou des personnes passives dans le processus de leur éducation. Les objectifs, comme vous l'avez dit, sont très très ambitieux. Quels sont les principaux défis que vous voyez à réaliser ces ODD? Déjà, je pense l'objectif, ou plutôt le défi et aussi l'objectif le plus important, c'est comment est-ce qu'on peut promouvoir les objectifs pour tout le monde. Parce que là, on est ici dans les Nations Unies, on est quand même une élite, on est un groupe très limité, on n'est pas monsieur tout le monde. C'est vraiment comment est-ce que la rue, la maison, l'institution, l'école, tous ces espaces accueillent les objectifs et rendent les gens beaucoup plus intéressés, beaucoup plus engagés et surtout des gens qui y croient. C'est ça le plus important. Une fois tout le monde y croit, je pense que tout le reste, tous les autres défis peuvent être surmontés. Est-ce que vous pouvez nous parler de certaines des initiatives ou des projets que vous comptez mettre en œuvre dans le cadre justement de ce mandat de jeunes dirigeants pour les ODD? Alors peut-être je peux commencer un peu par donner quelques détails sur mon expérience. Donc je suis de principe écrivain, donc j'écris des contes pour les enfants et j'ai commencé à un âge très tôt, donc j'ai commencé quand j'étais moi-même enfant. Et pour moi, je pense que l'histoire ou les contes, c'est un outil très influent, mais aussi très créatif, qui peut changer la narration, qui peut changer l'histoire qu'on raconte sur n'importe quel sujet. Et je pense que les objectifs, jusqu'à maintenant, ont été exprimés avec un langage un peu technique, un peu ennuyant pour, par exemple, les enfants. Ils ne savent rien du tout peut-être sur les objectifs. Comment est-ce que les contes des enfants peuvent introduire ces objectifs d'une manière plus intéressante, plus créative, plus touchante, pour justement que ces personnes-là y croient et que ces personnes-là y contribuent. Et avez-vous déjà commencé à écrire un conte sur les ODD? Bon, là encore, j'écris pas des contes sur les ODD d'une manière très technique, c'est-à-dire je vais pas écrire un conte sur un objectif en particulier en le nommant comme les Nations Unies le nomment, mais je vais écrire des contes qui s'inspirent de ces objectifs et qui passent le message de ces objectifs d'une manière peut-être plus symbolique, plus intéressante, plus créative et plus séduisante, disons, et qui est moins clair ou direct ou structuré. Et je l'ai déjà fait. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette histoire-là en particulier? Quelle approche narrative avez-vous adoptée pour mettre en valeur Par exemple, une des histoires que j'ai écrites, et d'ailleurs je l'ai racontée pendant mon discours que j'ai eu l'honneur de donner au forum ECOSOC, économique social, le forum économique social des jeunes, qui a été fait en février dernier, ici aux Nations Unies. Et c'est un conte avec lequel j'ai terminé mon discours. Et c'est un conte qui symbolise l'état du monde maintenant, surtout par rapport à l'inégalité. Et quand je parle de l'inégalité, je parle de l'inégalité entre genres, entre âges, entre régions, entre personnes, entre couleurs, entre tout. Et j'ai pu symboliser tout ça dans un conte où la mer, dans l'histoire, est la planète, donc la planète Terre, et les enfants qui parlent de la situation de leur mère et qui essayent d'en trouver une solution sont
peut-être symbolisant des États membres des Nations Unies, je suppose. Et donc, je ne peux pas dire tout, mais si vous êtes intéressé pour en savoir plus, visitez YouTube, mettez Samar Mezghani, discours ECOSOC, et vous pouvez écouter l'histoire. Vous avez parlé de votre attachement à l'importance de l'éducation. Quel constat faites-vous sur l'éducation des filles à l'heure actuelle? Si vous pouvez parler de votre propre expérience, par exemple. Je pense que notre définition de l'éducation doit être beaucoup plus élargie. En 2016, on ne peut plus penser à l'éducation comme quelque chose qui se fait dans les écoles seulement. Personnellement, j'ai eu beaucoup de chance d'éducation dans ma vie, mais c'était beaucoup plus que l'éducation à l'école ou l'éducation institutionnelle. La majorité de mon éducation, la plupart des sources de mon éducation étaient les livres, par exemple, les rencontres avec des personnes d'autres pays, d'autres régions, d'autres perspectives. Et ça, dans ce côté-là, je pense qu'on est très loin d'enrichir les expériences de tout le monde d'une manière égalitaire, pour que ces personnes-là peuvent avoir par des échanges avec des personnes différentes, par des échanges avec des livres différents, de pays ou des cultures différentes, peuvent avec ça s'éduquer et avoir beaucoup plus de tolérance et beaucoup plus d'élargissement de leur vision. Est-ce que vous pensez que cette éducation extrascolaire, si on veut, est-ce que c'est quelque chose qui devrait être plus intégré dans les sociétés, dont les dirigeants devraient prendre plus conscience? Ah oui, tout à fait. Par exemple, un des projets dans lesquels j'étais impliquée est un projet qui s'appelle Young Arab Voices et qui est un projet qui essaie d'établir des clubs de débat dans les universités, dans les écoles, dans les lycées en Tunisie, aux pays arabes. Et dernièrement, on a finalement pu, après 5 ans, l'intégrer d'une manière officielle avec le ministère de l'Éducation dans la vie estudiantine ou la vie des étudiants et des lycéens en Tunisie, partout en Tunisie. Et je pense que si on ne peut pas impliquer le gouvernement, les institutions de l'État, la société civile et le secteur privé, si on essaie de faire tout ça seulement dans un coin ou un niveau très local, très limité, on ne peut pas arriver justement à ces personnes qui sont moins chanceuses pour avoir cette opportunité. Je vais peut-être aborder un autre sujet. Donc, vous êtes origine de la Tunisie. C'était donc un peu le point de départ du printemps arabe. Quel constat faites-vous maintenant que plusieurs années ont passé? Ou êtes-vous optimiste ou voyez... Je suis toujours optimiste. On peut pas vivre sans l'optimisme en Tunisie. Hein. Il y a tellement de difficultés, tellement de défis, tellement de problèmes à régler, comme partout dans le monde, vraiment, qu'on ne peut pas continuer à améliorer notre vie sans l'espoir. Et particulièrement venant d'une génération qui est très active, qui essaie de changer et qui a changé le pays en 2010-2011, mais qui le change encore, je ne peux qu'être optimiste. Je pense que la Tunisie maintenant a beaucoup de défis. Il y a des personnes, par exemple, qui disent que notre État était beaucoup mieux avant la Révolution, etc. Mais en même temps, je pense qu'on a eu beaucoup on a eu beaucoup de points, par exemple, comme la liberté d'expression, ou même la possibilité de demander au gouvernement d'être beaucoup plus transparent, par exemple, n'était pas présente avant la Révolution. Donc il y a eu des changements positifs. Ce n'est pas terminé, c'est un chemin qui va prendre beaucoup plus de temps. Samar Mezghani, merci beaucoup pour cet entretien.